Bienvenue pour la seconde partie de notre programme pour se projeter dans la semaine à venir. Un mélange savant de diplomatie et de sport nous attend. Alors les footeux, vous restez avec nous quelques minutes encore car bientôt vous saurez tout du cas Platini avec une réunion très attendue de l'UEFA où l'on va sûrement commencer à lui chercher un successeur. Mais tout de suite, ça n'est pas vraiment votre tasse de thé le foot, Armen. Non, pas spécialement. Mais vous n'êtes pas là pour ça, heureusement. Vous êtes notre chroniqueur international. Bonjour Armen Georgian. Bonjour. Vous allez nous parler de cette très importante réunion du groupe international de soutien à la Syrie, coprésidée par la Russie et les États-Unis, prévue donc mardi 17 mai à Vienne. Elle doit intervenir à ce moment où Moscou et Washington ont promis de redoubler d'efforts pour aboutir à un règlement de ce dramatique conflit syrien. Redoubler les efforts, mais c'est le double jeu de ces grandes puissances. D'une part, ils parlent d'un règlement politique. D'autre part, ils continuent à armer leur camp en Syrie. Pourquoi? Tout simplement parce que les combattants sur le terrain n'ont pas renoncé à l'idée de gagner, à l'idée de s'imposer militairement. Et donc, tant que c'est le cas, pas question pour les autres acteurs, la Russie, les Américains, les Saoudiens, les Turcs, etc. Pas question pour eux de renoncer à cette guerre par procuration. Donc, on dit que c'est une réunion très importante, mais ne soyons pas leurrés par ce genre de platitude diplomatique. Ça ne risque pas de changer beaucoup sur le terrain. Alors pourtant, on avait l'impression qu'il y avait cette trêve partielle obtenue par Moscou et Washington fin février, qui avait permis l'ouverture de ces fameuses discussions, qui est mise à mal par de violents affrontements qui font rage, par exemple, à Alep, première ville de Syrie avant le conflit. Tout à fait, c'est un point sur lequel tout le monde se focalise en ce moment parce que c'est une ville qui a joué un rôle clé dans les manifestations contre Bachar al-Assad en 2011. C'était la ville la plus peuplée de Syrie avant le conflit et en ce moment, les combattants, l'armée du régime ainsi que d'autres entités essaient de couper cette route de la vie qui relie Alep et le monde extérieur, c'est-à-dire la Turquie. Donc si on arrivait à fermer ce couloir définitivement, ça serait en fait signer l'acte de décès de cette grande ville d'Alep, même si évidemment beaucoup de gens se sont enfuis déjà, mais ça serait peut-être à ce moment-là la fin de cette insurrection dans le nord-ouest syrien. Alors, autre réunion très importante à souligner, justement, pour la géopolitique mondiale, réunion ministérielle de l'OTAN les 19 et 20. Certains alliés insistent sur la menace posée par la Russie à l'est, et puis d'autres insistent sur celle du terrorisme dans le sud. Laquelle faut-il prendre le plus au sérieux? Je pense qu'il y a des signes mixtes au sujet de la Russie. Rappelez-vous que le premier conseil Russie-OTAN en 2 ans a eu lieu le 21 avril. Ça, c'est un bon signe selon la chancelière allemande Angela Merkel. Mais en même temps, il y a un vif différent sur le bouclier antimissile. La Roumanie qui a installé un premier site de missiles antimissiles et la Pologne qui lance les travaux sur un deuxième site. Donc évidemment, ça ne va pas arranger les choses avec la Russie. Alors, et puis il y a la crise libyenne aussi qui sera très présente dans cette première réunion. Il y a une grande réunion de l'OTAN attendue en juillet, mais c'est une première réunion. On approche tous les problèmes et en particulier la crise libyenne. Alors, sur la Libye, il y a un point très controversé parce que l'OTAN envisage carrément de faire un blocus maritime de la Libye. Sur la Méditerranée, évidemment, afin de lutter contre les passeurs, mais aussi pour réduire le nombre de migrants qui débarquent en Italie. Comme lui a demandé l'Union européenne, oui, tout à fait. Sauf qu'évidemment, vu qu'on a déjà fermé plus ou moins le robinet terrestre à l'est de l'Europe, depuis la Turquie, bien là, on dirait que l'Europe veut aussi fermer le robinet du Sud, en quelque sorte. Et là, on peut s'attendre à ce que l'Europe soit vivement critiquée par les ONG, toutes les organisations pro-migrants, etc.
C'est déjà le cas, évidemment, dans le cadre global de la présence de l'OTAN renforcée en Méditerranée par rapport aux réfugiés et aux migrants. Alors, est-ce qu'on a renoncé, du coup, à toute ambition de défense européenne? Est-ce que ces 28 se retrouvent sous le parapluie de l'OTAN dans une situation un peu proche de la guerre froide et crispée? Non, l'Europe de la défense n'est pas. C'est toujours à l'ordre du jour. C'est surtout les Allemands qui poussent cette idée en avant. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains, ils encouragent de nos jours une Europe de la défense, qui n'était pas le cas dans les années 2000, pendant la présidence de George W. Bush. Maintenant, Barack Obama, après son pivot vers l'Asie, il veut que l'Europe prenne plus de responsabilités dans la sécurité mondiale. Donc l'obstacle, ce n'est pas les Américains maintenant, c'est ce que les défenseurs de cette Europe de la défense, notamment les Allemands, reprochent aux leaders européens de ne pas avoir une volonté politique collective de mener à bout cette Europe de la défense, cette union de la défense, Caroline. Oui, alors que, on le rappelle, en effet, hein, à l'occasion des sommets de l'OTAN et à répétition, les Américains redisent qu'ils veulent burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau, et qu'ils veulent que les alliés, eux aussi, dépensent plus en matière de défense. Et face à la multiplication des missions de l'armée allemande, Berlin envisage de recruter même 7000 soldats supplémentaires. C'est un pas important pour ce pays où finalement la remilitarisation était très taboue, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a changé d'époque un peu. Tout à fait, l'Allemagne, on le voit clairement, est beaucoup plus décomplexée de nos jours. Mais pourquoi ce recrutement de soldats supplémentaires? C'est intéressant de regarder de près une ébauche d'un livre blanc allemand sur la défense, dont le but est de créer l'union de défense européenne avec un quartier général et un partage de ressources militaires. Donc quelque chose qui va vraiment dans le sens de l'armée, d'une armée européenne. Donc quelque chose qui risque de ne pas être très bien reçu dans d'autres capitales de l'Europe, surtout pas à Londres, où évidemment il se déroule cette fameuse campagne pour ou contre le Brexit. Voilà, merci à vous. Alors on passe à vous, Cédril Ferreira, sans transition en quelque sorte, puisque on va vers le football et puis ce fameux comité exécutif de l'UEFA qui se réunit pour statuer sur la décision qui a déjà été prise, on l'a compris, hein, du tribunal arbitral concernant Michel Platini. Il est suspendu pour 4 ans, il a démissionné dans la foulée. Donc le mercredi 18 mai, nouvelle réunion, parce que c'est assez dérangeant de rester comme ça sans président pour une instance comme l'UEFA qui organise l'Euro 2016. C'est ça, c'est justement la question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui. Est-ce que pendant l'Euro 2016, il y aura un président à la tête de l'UEFA? A priori, non. Ça, en tout cas, pour certains, c'est vrai que ça peut sembler dérangeant que l'organisateur de l'Euro 2016 n'ait pas de président à sa tête durant la compétition. Mais dans un même temps, l'UEFA ne semble pas pressée de vouloir agir dans l'urgence. Il y a déjà quelques annonces qui ont été faites en marge de cette réunion donc prévue mercredi. L'UEFA ne veut pas nommer de président par intérim avant la tenue d'un congrès électif. Cela signifie donc que la place de président de l'UEFA va rester encore vacante quelques temps. Quand est-ce qu'aura lieu ce congrès électif? Ça, c'est la question. Peut-être qu'on aura la réponse ce mercredi, donc lors de la réunion prévue. En tout cas, il est fort probable que l'institution européenne, de toute façon, prenne forcément une décision pour la suite de ces événements. Puis il y a un problème d'hommes, hein, soyons tout à fait honnêtes, ou peut-être de femmes, on ne sait pas. Non, en l'occurrence, plutôt d'hommes. Parce qu'il a quelques favoris pour lui succéder, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est ça, pour l'instant, aucun dirigeant ne s'est déclaré publiquement candidat pour prendre la relève de Michel Platini. Il y a bien quelques noms qui circulent, comme le néerlandais Michel van Praag, c'est le président de la fédération néerlandaise. Lui, c'est un personnage connu, hein. Ça fait 7 ans qu'il est membre du comité exécutif de l'UEFA. En 2014, ça avait été l'un des premiers publiquement à prendre Sepp Blatter à partie en lui demandant de ne pas se présenter à la présidence de la FIFA. Et c'était d'ailleurs lui aussi lancé dans la course à la présidence de la FIFA avant de se retirer. Il y a un autre nom qui circule, c'est le président de la fédération portugaise, Fernando Gomes. Lui, son point faible, c'est un peu son manque d'expérience. Ça fait qu'1 an qu'il fait partie des institutions européennes. Mais il a un avantage avec lui, c'est qu'il connaît très bien Gianni Infantino, le président de la FIFA, hein, puisque je vous rappelle que Gianni Infantino, avant, il était secrétaire général de l'UEFA, donc il connaît bien tout ce qui se passe un peu au sein des institutions européennes. Donc voilà, des noms circulent, mais pour l'instant, c'est difficile vraiment d'établir. Alors, rappelons que Michel Platini lui-même, hein, qui est notre ancien champion national en France évidemment, il est suspendu pour 4 ans.
de toute activité liée au foot. Cerise sur le gâteau, il n'aura même pas le droit d'être invité à l'Euro 2016 dans une tribune officielle. Il pourra juste, en théorie, y assister comme n'importe quel spectateur. Il n'aura peut-être pas que ça à faire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va advenir de lui ? Bah, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'il a dit, en tout cas, c'est qu'il est déterminé à vouloir prouver son innocence dans cette affaire. Je vous rappelle que la raison de sa suspension, c'est qu'il avait reçu un paiement de 2 millions de francs suisses en 2011 pour des travaux qu'il avait effectués pour la FIFA près de 10 ans auparavant. Donc, il n'a pas réussi à prouver son innocence devant le tribunal arbitral du sport qui a estimé que c'était un paiement indu. Il a donc été suspendu 4 ans de toute activité liée du football. Donc, comme vous l'avez dit, ça concerne des domaines très larges. Il ne peut même pas être, par exemple, chroniqueur pour une émission télé durant l'Euro. Tout ce qu'il peut faire, c'est allumer des spectateurs. Mais bon, on l'imagine vraiment mal aller au milieu des supporters pour assister à l'Euro. Donc, la voie pour lui maintenant, c'est de se mettre en retrait et probablement d'aller vers la justice suisse. C'est ce qu'il a annoncé en tout cas. Il va continuer à vouloir se défendre pour prouver son innocence. Donc la justice suisse dans un premier temps et peut-être après la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en tout cas ce qu'il a dit. Oui, lui dit en tout cas que c'est lié au fait qu'il était dans la course à la présidence de la FIFA. Alors pour la présidence de la FIFA, c'est un peu compliqué, hein, mais on se souvient bien qu'il se vantait d'être alors un chevalier blanc par rapport à Sepp Blatter, par exemple. Oui, c'est ça. Lui, il est persuadé que cette affaire est sortie au moment où il a voulu être candidat à la présidence de la FIFA. Alors, on peut le croire, mais dans un même temps, c'est difficile d'aller à l'encontre de la décision du tribunal arbitral du sport qui est totalement indépendant. Donc c'est vrai que finalement, c'est un peu une descente aux enfers pour lui, hein, parce que jusqu'ici, comme vous l'avez dit, il a eu un parcours très brillant en tant que joueur. Il avait remporté plein de titres avec l'équipe de France à l'Euro de 84, avec la Juventus. En tant que dirigeant, c'est pareil. Il est parti du bas, il a gravi tous les échelons. Il a été président de l'UEFA depuis 2007. Il a voulu être président de la FIFA. Donc voilà, c'est difficile. Et même après les 4 ans où il sera suspendu de toute activité liée au foot, on peut se demander s'il retrouvera finalement sa crédibilité d'avant, s'il pourra à nouveau briguer la présidence de la FIFA ou même un poste important dans le monde du foot. Donc voilà, cette situation est vraiment compliquée aujourd'hui. Vous aurez toutes les réponses, bien sûr, sur France 24, parce qu'évidemment, on va suivre ce feuilleton Michel Platini qui tient à cœur de nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir été présent pour cette émission Demain à la Une. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations.